Hao est un élève de niveau 3, tout en bas de sa classe. À cause de sa faiblesse, il est constamment harcelé par ses camarades, qui sont, eux, au niveau 4 et 5. Pourtant, lorsqu'il est entré à l'académie, Hao était considéré comme un prodige par toute l'école. Mais après 2 années, il n'a pratiquement pas progressé, ce qui explique pourquoi il se fait écraser aussi facilement aujourd'hui. Alors qu'il allait se faire passer à tabac, sa sœur, Yunfei, arriva pour le sauver, en voyant l'un des harceleurs valser contre un mur d'un coup de pied. Contrairement à Hao, Yunfei est la définition même du génie. Elle a atteint le niveau 7 en seulement 1 an, alors que la plupart des élèves mettent au moins 4 ans pour y parvenir. Les autres intimidateurs sont terrifiés par elle, au point qu'ils attrapent leur amie et s'enfuient aussitôt. On pourrait penser que Hao serait jaloux de sa sœur, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, ils entretiennent une relation fraternelle très forte. Quand ils étaient enfants, leur mère les conduisait à l'école lorsqu'un événement terrifiant survint. Une faille s'ouvrit soudainement dans le ciel, et un monstre terrifiant en surgit, pénétrant leur réalité. Leur mère les attrapa immédiatement et courut se mettre à l'abri. Mais la créature avait déjà commencé à massacrer les gens autour d'elle. Si rien n'était fait, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne les trouve. Leur mère prit alors une décision déchirante. Elle laissa ses enfants derrière elle pour affronter le monstre seule. Elle possédait une puissance incroyable et parvint, pendant un moment, à lui tenir tête. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne serait pas assez forte pour le vaincre. Pire encore, le monstre cherchait le sceau divin qui lui avait été confié. S'il mettait la main dessus, les conséquences seraient catastrophiques. Elle devait donc tout faire pour l'en empêcher. La créature se moqua d'elle, lui disant d'abandonner, car elle n'avait aucune chance de gagner. Et même si cela était vrai, elle sous-estimait jusqu'où elle était prête à aller. C'était une décision insupportable, car elle savait qu'elle laisserait ses enfants derrière elle pour toujours. Mais elle n'avait pas le choix. Elle regarda Hao et lui demanda de protéger sa sœur à sa place. Puis elle s'éleva dans les airs et fit exploser le trésor, empêchant ainsi le monstre de s'en emparer. Dans les années qui suivirent cette attaque, de plus en plus de monstres traversèrent les dimensions pour semer le chaos dans le monde humain. Mais en parallèle, les humains commencèrent à éveiller des pouvoirs surnaturels pour leur résister. Et afin d'aider les jeunes combattants à développer leurs capacités, de retour au présent, Hao célèbre son 18e anniversaire avec son père et sa sœur. Il lui demande de faire un vœu et de souffler les bougies. Habituellement, Hao aurait souhaité ne plus être faible. Mais si les vœux fonctionnèrent vraiment, il serait devenu plus fort depuis bien longtemps. Il finit quand même par faire un vœu. Mais, visiblement, celui-ci n'a pas été exaucé, car l'instant d'après, un monstre araignée déchire l'espace et fait irruption dans leur dimension, semant immédiatement le chaos autour de lui. Pour protéger sa famille, son père, qui est de niveau 9, se jette dans la bataille pour tenter d'arrêter la créature et gagner du temps afin que ses enfants puissent fuir. Mais il est instantanément écrasé. En voyant cela, Yunfei tente à son tour d'attaquer. Mais si leur père n'a rien pu faire, alors elle, avec son niveau 7, n'a aucune chance. Et effectivement, sa flèche n'a absolument aucun effet sur le monstre. L'araignée riposte et électrocute Yunfei, prête à lui porter le coup fatal. Mais juste avant, Hao surgit et s'interpose, attrapant la patte du monstre. Yunfei lui crie de s'écarter, car il n'est pas assez fort pour affronter cette chose. Hao le sait parfaitement, mais il refuse de rester là à regarder sa famille se faire massacrer. Il leur ordonne de fuir tant qu'ils le peuvent encore. Malheureusement, aussi courageux soit-il, il reste faible. L'araignée le transperce sans effort en plein cœur, puis se prépare à en finir avec les autres. Hao tente malgré tout de retenir la patte du monstre pour le ralentir, ne serait-ce qu'un instant. Mais la créature le rejette sans même y penser, refusant de perdre plus de temps avec un insignifiant niveau 3. Alors que son corps s'écrase au sol, Hao est envahi par le désespoir. Il n'arrive pas à croire qu'il va mourir ainsi. Lui qui avait encore tant de choses à accomplir. Mais au moment où la mort semblait inévitable, il éveille soudainement le système du roi de la gloire. En un instant, une puissance inimaginable envahit son corps. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais utilise cette nouvelle force pour repousser le monstre. Cette fois, il tient bon. L'araignée réalise alors qu'elle l'a gravement sous-estimé. Elle décide enfin de se battre sérieusement. Ses yeux démoniaques s'ouvrent.
et elle commence à absorber l'énergie des humains autour d'elle. Les monstres comme l'araignée ont la capacité de gagner des niveaux en plein combat en absorbant l'énergie de leurs victimes. Elle utilise alors cette énergie pour lancer une attaque dévastatrice sur Hao, le projetant au sol et le laissant complètement inconscient. L'araignée s'apprête à lui porter le coup fatal. Mais à cet instant, le système détecte que les points de vie de Hao sont tombés en dessous de 1%. Il lui accorde alors l'autorisation d'utiliser une compétence ultime. Dès son activation, Hao libère une puissance écrasante et réduit l'araignée en cendres grâce à une force de feu démesurée. Mais quelques secondes plus tard, il s'effondre à son tour. Plus tard, Hao se réveille dans un espace étrange. Une voix résonne autour de lui annonçant que le système divin a enfin été activé. Parmi ses nombreuses fonctions, la liste d'attributs de l'empereur cramoisi a été liée avec succès. Le système lui indique également que son niveau de liaison actuel est de 12. Hao ressent un certain soulagement. Toutes ces années d'entraînement n'ont donc pas été vaines. Mais lorsqu'il tente de vérifier son niveau réel, la déception le frappe. Il est toujours au niveau 3. Le système lui explique alors que son niveau de liaison est visible publiquement, mais qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter, car en réalité, sa puissance correspond bien à celle d'un niveau 12. En entendant cela, Hao esquisse un sourire. Cela signifie qu'à partir de maintenant, il peut enfin reprendre le contrôle de sa vie. De retour dans le monde réel, Yunfei a emmené Hao et leur père à l'hôpital pour recevoir des soins. Mais l'état de leur père est bien plus grave. S'il ne reçoit pas un traitement rapidement, il risque de mourir. Malheureusement, le médecin refuse de les soigner. Il les considère comme des gens sans argent, incapables de payer leurs frais médicaux. À ses yeux, cela ne vaut pas la peine de les traiter. Yunfei le supplie de reconsidérer sa décision. Mais le médecin la repousse brutalement et lui ordonne de quitter l'hôpital. C'est alors que Hao apparaît et rattrape Yunfei juste à temps pour l'empêcher de tomber. En le voyant debout, elle lui demande s'il va bien, toujours inquiète pour lui. Mais Hao est en parfaite santé. Il lui répond calmement qu'il va s'occuper de tout. Le médecin, choqué de le voir déjà rétabli sans traitement, ne comprend pas ce qui se passe. Mais Hao ne lui laisse pas le temps de poser des questions. Il s'avance vers lui, sort une gemme magique récupérée sur le monstre araignée et déclare qu'il paiera les frais médicaux de son père. Le médecin reste bouche bée. Il reconnaît immédiatement que la gemme est extrêmement précieuse, mais il refuse de croire qu'un simple niveau 3 comme Hao ait pu l'obtenir par lui-même. Cependant, il n'est pas du genre à refuser de l'argent facile. Il décide donc de l'accepter. Mais au moment où il la saisit, sa main s'embrase soudainement. C'était la manière de Hao de lui faire payer ce qu'il avait fait à Yunfei quelques instants plus tôt. Mais il fait semblant de rien et explique calmement que la puissance de la gemme est encore instable et qu'un contact imprudent peut provoquer ce genre de réaction. Le médecin, humilié, crie sur ses subordonnés pour qu'ils reprennent le travail. Puis il se tourne vers Hao et déclare que la gemme ne vaut qu'environ 200 000 yuan. Or, le traitement de son père coûtera 500 000 yuan. Il manque donc encore une grosse somme. Hao promet qu'il trouvera le reste s'il obtient un peu de temps. Comme il a déjà versé un acompte, le médecin accepte de lui laisser une journée. Mais il précise clairement que s'il dépasse ce délai, son père sera expulsé de l'hôpital. Une fois le médecin parti, Yunfei demande à Hao s'il a un plan. Gagner 500 000 yuan en une seule journée relève presque de l'impossible. Mais Hao a déjà tout prévu. Il lui explique qu'un tournoi aura lieu à l'académie le lendemain et que la récompense est énorme. S'ils gagnent, ils pourront payer les frais médicaux sans aucun problème. Yunfei, enthousiaste, propose immédiatement d'y participer elle aussi. Mais Hao lui rappelle que ses blessures ne sont pas encore guéries. Elle doit se reposer et lui faire confiance. S'il dit qu'il peut le faire, alors elle croit en lui sans hésiter. Cependant, dans l'ombre, le médecin passe un appel à son supérieur. Il lui conseille de modifier leur plan, car un individu suspect, doté d'une puissance inhabituelle, vient d'apparaître. Le lendemain matin, à l'académie, le tournoi est sur le point de commencer. Grâce à un sponsor de dernière minute particulièrement généreux, le groupe Amo, la récompense totale a été portée à 1 million de yuan. En tant qu'invité d'honneur, l'aînée du groupe, Mokre, est présente pour assister à la compétition. Elle annonce même que le groupe accueillera avec plaisir tout talent exceptionnel. À cette annonce, tous les étudiants s'enthousiasment. Rejoindre le groupe Amo est considéré comme l'un des plus grands honneurs.
Mais lorsque le lieu de l'épreuve est révélé, l'ambiance change brutalement. L'arène sera une forêt des ombres, où les ennemis varient du niveau 5 jusqu'au niveau 15. Le boss de cette dimension est un Tran des ombres de niveau 15. Les participants peuvent gagner des points en éliminant des monstres, mais aussi en éliminant leurs propres camarades. Autrement dit, le système les pousse clairement à s'entretuer. Les étudiants commencent à protester, jugeant les règles inutilement cruelles. Et ils n'ont pas tort. Mais la réponse de Mokr est simple. Elle s'en moque complètement. Et ce n'est pas pour faire de l'effet. Elle ne se soucie réellement pas de savoir s'ils survivront ou non. Dans ce monde, seule la force compte. Si vous n'êtes pas assez fort pour survivre, alors vous ne valez rien à ses yeux. Face à ces conditions, la plupart des étudiants hésitent à franchir le portail. Mais Hao, lui, n'hésite pas une seule seconde. Il s'avance et entre directement. Les brutes qui ont l'habitude de le harceler le voient agir avec autant d'assurance. Refusant de passer pour des lâches, ils le suivent à leur tour. Puis, peu à peu, d'autres étudiants rassemblent leur courage et entrent également. Pendant ce temps, Mokr consulte la fiche de Hao. Elle semble intriguée. Elle a entendu dire que c'était lui qui avait vaincu l'araignée démoniaque la veille. Dans la forêt des ombres, Hao commence par éliminer de petites araignées. Mais ces créatures ne lui rapportent presque aucune expérience. Il décide donc de chercher des proies plus puissantes. Pour cela, il suit un groupe d'araignées, espérant qu'elles le mèneront jusqu'à leur nid. Mais en chemin, il entend la voix d'une fille appelant à l'aide. Il se dirige vers le son et découvre une de ses camarades piégée dans une toile d'araignée. En le voyant, elle est immédiatement soulagée. Elle le supplie de la sauver. La plupart des étudiants étant entrés en groupe, Hao reste méfiant. Craignant un piège, il lui demande ce qui est arrivé à son équipe. Elle lui explique que ses coéquipiers l'ont abandonnée après qu'elle ait été capturée. Elle insiste. Sans aide, elle va mourir. Touché par sa détresse, Hao accepte de l'aider. Mais il lui demande de rester silencieuse. Car attirer des monstres serait une très mauvaise idée. Il commence alors à brûler les toiles pour la libérer. Mais une fois libérée, elle chute vers le sol. Hao se précipite pour la rattraper. Mais soudain, une seconde toile surgit et l'attrape à son tour. Il se retrouve suspendu, coincé de manière plutôt embarrassante, le visage enfoui entre les cuisses de la jeune fille. En réalité, tout cela faisait partie du plan du monstre. L'araignée savait que si elle laissait une proie vivante dans son piège, quelqu'un viendrait forcément la sauver. Et ainsi, elle pourrait capturer 2 humains pour le prix d'un. Cependant, Hao n'a aucune intention de finir comme nourriture pour araignées. Il brûle rapidement les toiles pour se libérer. Mais lui et Ruan restent encore coincés l'un contre l'autre. Il doit donc trouver une solution. À cet instant, l'araignée lance une pluie d'attaques empoisonnées. Chaque projectile est mortel au moindre contact. Heureusement, juste avant qu'il ne touche Hao, Ruan parvient à mordre les fils de la toile. Dès que ses bras sont libérés, Hao peut enfin riposter. Et il repousse facilement le monstre. Ruan est stupéfaite. Elle n'avait aucune idée que Hao était aussi puissant. Ayant maîtrisé la technique de la tempête cramoisie, Hao sait que cette araignée ne représente aucune menace pour lui. Mais son poison reste dangereux. Alors, lorsqu'elle attaque, il esquive rapidement. L'araignée continue de tirer sans relâche. Mais Hao est désormais 10 fois plus rapide et plus fort qu'avant. Il tranche chaque attaque avec aisance, jusqu'à se rapprocher suffisamment pour porter le coup final. Une fois le monstre vaincu, Hao s'approche du cadavre. Il récupère l'un de ses crocs. À cet instant, le système intervient et transforme le croc en un objet toxique puissant, utilisable 3 fois. Hao est surpris. Il ne savait même pas que le système pouvait faire ça, mais il ne va certainement pas refuser un objet aussi utile. Il le range donc dans son espace de stockage. Soudain, une annonce résonne dans toute la zone du tournoi. Hao vient de tuer une araignée démoniaque. Il reçoit 1000 points pour cet exploit. Et puisque Ruan l'a aidé, elle est considérée comme membre de son équipe. Et gagne 500 points. Ruan n'en revient pas. Elle a gagné des points sans presque rien faire. Mais elle sait une chose. Si Hao l'abandonne, le prochain monstre qu'elle croisera la tuera sans hésiter. Alors, une fois le combat terminé, elle commence à le complimenter. Elle espère qu'en le flattant, il acceptera de la garder à ses côtés. Mais Hao n'est pas du genre à tomber dans ce piège. Cela dit, une soigneuse comme elle pourrait lui être utile. Il accepte donc qu'elle l'accompagne. Pendant ce temps,
les anciens coéquipiers de Ruan, ceux qui l'ont abandonné, sont attaqués par un Devil Saur. L'un d'eux est tué sur le coup. Un autre parvient à activer un parchemin de fuite et quitte le tournoi de justesse. Il ne reste plus que Lee. Et lui n'a aucun moyen de s'échapper. Paniqué, il fuit désespérément, jusqu'à tomber nez à nez avec Hao et Ruan. Lee supplie qu'on l'aide, mais Hao ne voit aucune raison de le faire, surtout après ce qu'il a fait à Ruan. Cependant, Ruan éprouve de la compassion pour Lee. Elle décide donc de lui pardonner, à une condition, qu'il promette de ne plus jamais abandonner ses coéquipiers. Hao, lui, trouve qu'elle est bien trop indulgente, mais il est déjà trop tard. Ruan a commencé à le soigner. Petit à petit, les points de vie de Lee remontent. Mais soudain, le Devil Saur les rattrape. À l'origine, il poursuivait uniquement Lee. Mais maintenant que Ruan l'a soigné, elle attire aussi son attention. Hao attrape Ruan et lui ordonne de fuir. Mais voyant que le monstre la cible désormais, elle refuse. Elle lui dit de partir sans elle et de la laisser distraire la créature pour lui donner une chance de s'échapper. Pendant ce temps, Lee, pourtant responsable de toute cette situation, n'a absolument aucune intention d'aider. Il tente discrètement de s'enfuir, laissant Hao et Ruan affronter le monstre seul. Mais avant même de pouvoir partir, Hao l'attrape par le cou. Il lui dit clairement qu'il n'ira nulle part tant qu'il ne se sera pas excusé correctement auprès de Ruan. Puis Hao lance une attaque de feu massive sur le Devil Saur. Convaincu de l'avoir éliminé, il traîne Lee jusqu'à Ruan et le force à s'agenouiller pour demander pardon. Pris de panique, Lee commence immédiatement à supplier. Il affirme qu'il ignorait qu'ils étaient aussi puissants. Il promet même de faire tout ce qu'ils veulent s'ils lui pardonnent. Ruan, fidèle à sa nature douce, est prête à lui donner une seconde chance. Mais au moment où elle baisse sa garde, Lee sort une dague et se jette sur elle, prêt à la tuer, dans un acte de vengeance pour l'humiliation subie. Mais avant qu'il ne puisse agir, Hao intervient. En 3 coups rapides, il vide complètement sa barre de vie. Techniquement, Lee est encore en vie. Mais selon les règles du jeu, ses points tombent à 0. Tous ses points sont transférés à Hao et il est expulsé de la compétition. Ruan s'excuse auprès de Hao. Elle regrette d'avoir été aussi naïve. Mais Hao secoue la tête. Ce n'est pas de sa faute. Elle a simplement trop fait confiance à quelqu'un. Et cela ne mérite pas des excuses. Cependant, il lui donne un conseil. À partir de maintenant, elle ne devrait accorder sa confiance qu'à ceux qui en sont réellement dignes. Mais à cet instant, le Devil Saur réapparaît, comme surgissant de nulle part. L'attaque précédente de Hao n'avait pas suffi à le tuer. Hao active ses pouvoirs et fonce sur le monstre, enchaînant les coups d'épée jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement au sol. Ruan demande alors si le Devil Saur est enfin vaincu, mais Hao lui explique qu'il est toujours en vie, car ces créatures possèdent une grande résistance naturelle à la magie de feu. Pour en finir définitivement, ils doivent soit le tuer, soit trouver un moyen d'apaiser sa colère. Hao propose alors de tenter de l'apprivoiser à l'aide d'un sort d'apaisement. Comme Ruan est une soigneuse, elle accepte immédiatement de lancer le sort, mais un problème subsiste. Pour que cela fonctionne, les points de vie du Devil Saur doivent descendre en dessous de 20%, et cela risque d'être compliqué, surtout qu'il est déjà en train de se relever. Le monstre lance une attaque, et Hao la bloque instinctivement pour protéger Ruan. Une fois sûr qu'elle est en sécurité, il repart à l'assaut. Il utilise un sort de haut niveau, Infernal Realm, pour piéger le Devil Saur, puis l'attaque à l'épée. Son premier coup inflige de lourds dégâts, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il attrape alors la créature par la queue et la projette violemment contre un mur infernal. Peu à peu, la barre de vie du monstre diminue. Mais soudain, celui-ci libère une explosion terrifiante qui projette Hao à plusieurs mètres. Comprenant qu'il ne tiendra pas longtemps à ce rythme, il demande à Ruan si elle est prête. Dès qu'elle lui donne le signal, il porte un dernier coup décisif qui fait passer les points de vie du Devil Saur dans le rouge. Toutes les conditions sont enfin réunies. Ruan commence alors son sort, libérant un puissant rayon de magie curative en direction du monstre. Lorsque la poussière retombe, il ne reste plus qu'un adorable petit dragon. Au début, Hao pense qu'ils ont raté le sort, mais Ruan le rassure. Tout s'est déroulé correctement. C'est simplement la forme originelle du Devil Saur, désormais apaisé et inoffensif. Soulagé que tout soit terminé,
Hao propose de l'éliminer maintenant qu'il est affaibli afin de gagner des points et poursuivre leur mission. Mais à peine le dragon entend-il cela qu'il panique et court se réfugier auprès de Ruan, implorant sa protection. Ruan demande à Hao d'attendre. Elle trouve le petit dragon trop mignon et refuse de le voir mourir. Elle ajoute même qu'il leur a proposé une récompense précieuse en échange de sa vie. Hao est surpris qu'elle comprenne ce que dit la créature, mais cela ne l'intéresse pas vraiment. Selon lui, rien de ce que le dragon pourrait offrir ne vaudrait 1 million. Il pense donc qu'il serait plus judicieux de viser directement le prix de la première place. Le petit dragon recule, terrifié, alors que Hao s'apprête à lui trancher la tête. Mais au dernier instant, il s'arrête. Il n'a tout simplement pas le cœur de tuer une créature sans défense, sans raison valable. Il se contente donc de le renvoyer dans la forêt en lui ordonnant de disparaître. À sa grande surprise, il reçoit tout de même des points pour avoir apprivoisé la créature. Curieux, Hao vérifie ensuite auprès du système s'il a également gagné de l'expérience. Et effectivement, il reçoit 50 000 points d'expérience pour ce combat, portant son total à 75 000 points. Il demande alors s'il peut débloquer de nouvelles compétences. Le système lui en propose 3 de base, toutes accessibles avec ses points actuels. Après les avoir examinées, une attire particulièrement son attention, l'œil de vérité. Cette compétence lui permet de voir des détails cachés, ce qui serait extrêmement utile dans une forêt d'ombre. Son coût est de 70 000 points. Hao accepte et, immédiatement, un étrange globe oculaire apparaît dans son esprit. De retour à la réalité, Ruan appelle Hao pour lui montrer quelque chose. Elle a trouvé un œuf spécial dans les buissons et pense qu'il s'agit de l'objet précieux dont parlait le petit dragon. Hao utilise alors son œil de vérité pour l'examiner. Il confirme que l'objet est extrêmement rare, avec un taux d'apparition d'1 sur 100 000. Cela vaut donc clairement la peine de le garder. Pendant qu'ils s'éloignent, ils sont observés à distance par Kaer, qui suit la situation à travers une retransmission. Et plus le temps passe, plus Hao suscite son intérêt. Peu après, la phase suivante du jeu commence. Un classement des points de tous les participants est affiché publiquement. Cela peut sembler inutile, mais le véritable objectif est d'encourager les joueurs à s'attaquer entre eux pour gagner des points, au lieu de se contenter de combattre des monstres. Et comme Hao occupe actuellement la première place, il devient immédiatement une cible. Ses camarades de classe commencent à le traquer. Cependant, ils pensent toujours qu'il n'est qu'un faible de niveau 3. Ils surestiment complètement leurs capacités, et il ne faut pas longtemps à Hao pour les vaincre sans difficulté. 2 des sbires sont déjà à terre, et le dernier reste complètement sous le choc. Pour lui, il est impossible que Hao soit aussi puissant. Il tente malgré tout une nouvelle attaque, mais Hao attrape son épée avec une facilité déconcertante. À cet instant, l'homme comprend enfin l'écart écrasant de puissance entre eux. Pris de panique, il tente de fuir. Mais Hao ne compte pas le laisser s'échapper. Il lance une boule de feu dans son dos, le projetant violemment au sol. Pendant qu'il est à terre, Ruan s'approche et récupère les parchemins de téléportation des 3 assaillants. Puis, sans hésiter, elle les active, les expulsant de force hors de la forêt. Les 3 sont ainsi disqualifiés et Hao récupère leurs points en tant que vainqueur. Hao utilise ensuite l'œil de vérité pour analyser la zone. Dès qu'il localise l'arbre de l'ombre, il demande à Ruan de se dépêcher, souhaitant terminer la mission au plus vite. Cependant, Ruan remarque que 2 personnes approchent, Zhang et Luo. Elle craint qu'ils ne causent des problèmes, mais Hao, lui, reste parfaitement calme. Pour lui, peu importe ce qui arrive, il peut tout gérer. Il prend la main de Ruan et lui ordonne de courir. Il sprinte sans s'arrêter jusqu'à atteindre l'arbre de l'ombre et son antre. Ruan lui demande s'il compte affronter le boss immédiatement. Mais au lieu de cela, Hao active une compétence de camouflage et se cache avec elle dans les arbres. Il révèle alors son plan. Sachant que Luo et les autres les poursuivent, il compte les piéger en les forçant à affronter l'arbre de l'ombre sans préparation, pendant que lui observe tranquillement la scène. Quelques minutes plus tard, Luo et son groupe arrivent, prêts à se battre. Ils sont confus. Selon le système, Hao devrait être ici, mais il est introuvable. Soudain, le sol se met à trembler violemment. Ruan manque de tomber de l'arbre, mais Hao la retient juste à temps. Une fois stabilisée, elle lui demande ce qu'il se passe. Hao lui explique que ce n'est qu'un effet secondaire. L'arbre de l'ombre est en train de se préparer au combat. Lorsque la créature apparaît,
La panique s'empare du groupe. Ils ne s'attendaient pas à affronter le boss final aussi brusquement. Mais Luo, en tant que chef, leur ordonne de se ressaisir et fonce à l'attaque. Sachant qu'il ne peut pas le vaincre seul, il donne rapidement des ordres. Les mages doivent utiliser toute leur magie de feu, car c'est la faiblesse du monstre. Quant aux soigneurs, ils doivent soigner au maximum, car Luo s'apprête à affronter la créature au corps à corps. Ruan est impressionné par la coordination de Luo et de son équipe. Ils parviennent réellement à infliger des dégâts au Truand, et à ce rythme, il semble que sa défaite ne soit qu'une question de temps. Cependant, Hao la met en garde. Le Truand est un monstre de niveau 15, et même s'il paraît facile à vaincre, ce genre d'ennemi cache souvent bien des surprises. Soudain, alors que Luo s'apprête à porter un nouveau coup, il remarque que son attaque n'inflige absolument aucun dégât. Un instant plus tard, il comprend pourquoi. Le Truand vient d'entrer dans sa deuxième phase. Personne ne connaît cette phase, et l'incertitude fait renaître la panique dans le groupe. Luo envisage même de battre en retraite. Mais trop tard. Le Truand enfonce ses racines dans le sol, et aussitôt, de nombreux monstres surgissent tout autour d'eux. Ces petites créatures arboricoles sont de niveau 7. Elles ne sont pas aussi puissantes que le boss, mais leur nombre est terrifiant. Pris de panique, plusieurs combattants tentent de fuir, mais ils sont rapidement encerclés par encore plus de monstres. Ils sont désormais piégés. En observant la scène, Ruan commence à s'inquiéter. Si cela continue, quelqu'un risque vraiment de mourir. Hao partage son inquiétude. Même s'il déteste Luo pour l'avoir maltraité auparavant, il ne peut pas rester là à regarder quelqu'un se faire massacrer. Sans hésiter, il saute de l'arbre et invoque son épée, déchaînant des flammes sur le Truand. Les monstres commencent à brûler, et Hao atterrit devant le groupe, son épée pointée vers eux. Certains combattants comprennent immédiatement que la situation est désespérée. Ils sortent leur parchemin de fuite et abandonnent sur le champ. Hao donne une dernière chance aux autres de faire de même, mais Luo et ses alliés restent obstinés. Ils refusent donc de reculer. Hao, de son côté, est prêt à leur donner la correction qu'ils méritent. Mais soudain, plusieurs branches du tronc surgissent et les attrapent. Hao parvient à esquiver en bondissant en arrière, mais les autres n'ont pas cette chance. Ils se retrouvent suspendus dans les airs, attrapés par les pieds, suppliant honteusement Hao de venir les sauver. Luo, furieux de l'incompétence de son équipe, tranche les lianes qui le retiennent. Puis, sans hésiter, il repart à l'assaut du Truand, déterminé à en finir lui-même. Cependant, Luo ne réalise pas que le Truand a déjà libéré un brouillard toxique dans toute la zone. L'inhaler provoque de puissantes hallucinations. Il avertit rapidement tout le monde de faire attention, puis active une bannière antitoxine pour se protéger. Mais il est déjà trop tard. Il a inhalé une petite quantité de poison, et les effets commencent à apparaître. Dans son délire, il croit être attaqué par ses propres coéquipiers, alors qu'en réalité, ce ne sont que des monstres arboricoles qui profitent de la situation pour le tromper. Heureusement, Luo comprend rapidement qu'il s'agit d'une illusion et parvient à reprendre ses esprits. Mais le danger est loin d'être terminé. Les monstres sont toujours là. C'est alors que Hao intervient. Il élimine plusieurs créatures, puis crée un cercle de feu pour brûler le brouillard toxique et purifier l'air. Une fois la visibilité rétablie, Luo remarque quelque chose d'inattendu. Pendant que Hao combattait, Ruan soignait les membres de son équipe affectés par le poison, les empêchant de mourir. Malgré cela, Hao les met en garde. Il n'y a aucune garantie qu'elle pourra continuer à les sauver s'ils restent plus longtemps ici. Il leur conseille donc de fuir tant qu'ils le peuvent encore. Cette fois, les combattants comprennent la gravité de la situation. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils utilisent leur parchemin de fuite et quittent les lieux. Une fois seul avec Ruan, Hao se tourne vers le Truand. Mais le combat final s'annonce difficile. Le monstre est désormais dans sa forme ultime. Hao tente de l'enfermer dans une prison de flammes pour le réduire en cendres. Mais le Truand anticipe son attaque et crée une barrière pour se protéger. Il se moque même de Hao, pensant que ce genre de technique ne peut pas l'atteindre. Mais à cet instant, Ruan attire son attention. Profitant de cette distraction, Hao se faufile derrière lui et libère une attaque de feu à pleine puissance. Le Truand est entièrement englouti par les flammes. Sans perdre une seconde, Hao brandit son épée et tranche le monstre en deux d'un seul coup. Le boss est vaincu. Hao gagne 100 000 points. Avec la mort du boss du donjon, une annonce retentit. La mission est terminée. 3 survivants ont réussi l'épreuve.
Un portail s'ouvre alors pour leur permettre de quitter les lieux. Hao est surpris. Il pensait que tout le monde avait abandonné plus tôt. Alors, il n'est pas surpris que Ruan ait choisi de rester, mais il se demande qui est l'autre personne. À ce moment-là, Luo crie à Hao depuis l'autre côté de la forêt et lui demande comment il est devenu aussi fort. Hao refuse de lui donner la moindre information, ce qui met Luo en colère. Il passe à l'attaque, mais il est clairement loin de faire le poids face à Hao. Ce dernier le repousse sans effort, récupère son parchemin de fuite et le téléporte de force hors de la zone. Il ne reste plus que Hao et Ruan pour quitter le donjon via le portail. Mais soudain, quelque chose ne va pas. Le donjon commence à dysfonctionner à cause d'une anomalie, et une annonce indique que le portail va se fermer dans quelques secondes. Hao ne peut pas laisser Ruan affronter un danger inconnu. Sans hésiter, il la prend et la lance à travers le portail, s'assurant qu'elle soit en sécurité. Un peu plus tard, Hao parvient lui aussi à sortir du donjon. Mais en revenant à l'académie, il découvre un spectacle choquant. Tout est complètement détruit. À cet instant, il aperçoit deux hommes armés qui s'approchent. Ne sachant pas ce qu'il s'est passé, mais comprenant que cela risque de mal tourner s'il est repéré, il se camoufle et se cache derrière un mur. Lorsque les gardes passent, il utilise l'œil de vérité pour les analyser. Il découvre qu'ils appartiennent au Tiger Group, un groupe autrefois sous les ordres du Mo Group, mais qui a été expulsé pour avoir massacré des innocents sans distinction. Ils sont venus ici pour se venger de Kerr et ils ont déjà capturé tous les étudiants sortis du donjon plus tôt, y compris Kerr elle-même. L'un des gardes mentionne même qu'ils ont capturé une très jolie fille il y a quelques minutes. En entendant cela, Hao comprend immédiatement qu'il s'agit de Ruan. Pendant ce temps, dans le hall principal, le chef du Tiger Group a ligoté tous les étudiants capturés. Il semble particulièrement intéressé par Ruan. Alors qu'il lui touche le visage, elle réagit en mordant son doigt. Furieux, il la frappe violemment, puis commence à la battre encore plus brutalement. Luo, incapable de supporter une telle cruauté, se précipite sur lui et lui donne un coup de tête pour l'éloigner de Ruan. Malheureusement, le chef est de niveau 12, ce qui le rend bien trop puissant. Et avec les bras toujours attachés, Luo n'a absolument aucune chance. Luo est violemment projeté en arrière après un coup de poing dans le ventre, et le chef décide de faire un exemple de lui en le tuant d'une balle dans la tête devant tout le monde. Mais soudain, les hommes du chef s'effondrent tous au sol, et l'instant d'après, le chef se fait transpercer l'épaule par Hao. Il ne comprend même pas comment Hao a réussi à se faufiler derrière lui. La dague qu'il vient de planter inflige un puissant poison, l'empêchant désormais de bouger correctement. Hao s'avance ensuite vers Luo, la dague encore à la main. Pendant un instant, tout le monde pense qu'il va se venger des humiliations passées. Mais Hao n'est pas ce genre de personne. Au lieu de l'attaquer, il coupe les cordes qui ligotèrent ses poignets et le libère. Puis, il lui tend la dague et lui dit de terminer le chef. S'ils ne le font pas maintenant, il reviendra sûrement plus tard pour se venger. Luo se souvient alors qu'il est possible de gagner des niveaux en tuant des humains, mais il ne l'a jamais fait. Il hésite. Hao le provoque légèrement, lui demandant s'il a peur. Refusant de passer pour un lâche, Luo accepte finalement. Le chef se moque de lui, convaincu qu'un étudiant protégé comme lui n'aura jamais le courage de tuer. Mais l'instant suivant, Luo le poignarde dans le dos, le tuant sur le coup. Aussitôt, il ressent une montée de puissance traverser son corps. Il vient de monter de niveau. Une fois terminé, il retourne vers Hao pour lui rendre la dague, mais Hao lui dit de la garder. Luo est choqué. Il ne comprend pas pourquoi Hao est aussi gentil avec lui, malgré tout ce qu'il lui a fait subir auparavant. Hao lui demande simplement s'il la veut ou non. Luo, incapable de refuser, le remercie sincèrement et s'excuse pour son comportement passé. Hao accepte ses excuses sans problème. Mais Ruan, elle, refuse. Elle affirme que Luo ne mérite pas son pardon. Luo s'énerve et lui reproche son ingratitude, rappelant qu'il a risqué sa vie pour la sauver. Ruan reconnaît son aide, mais insiste, c'est une autre affaire. Hao intervient et dit qu'il n'a aucun problème à pardonner Luo. Mais s'ils doivent devenir amis, alors Luo devra prouver sa valeur. Il lui confie donc une mission, protéger tous les élèves ici pendant son absence. Quant à lui, il part immédiatement vers le gymnase, car il a appris que Kerr y est retenue prisonnière, et il compte bien aller la sauver. À l'extérieur, Hao aperçut deux gardes assis près des escaliers. En un instant,
Il trancha la gorge de l'un et plaça sa lame sous le cou de l'autre pour l'empêcher de réagir. Il lui demanda où Moqueur était retenu, mais avant même de pouvoir le forcer à répondre, le chef de l'unité s'écrasa soudainement depuis le ciel, obligeant Hao à bondir sur le côté. Le chef tenta aussitôt de lui tirer une balle dans la tête, mais Hao s'était déjà relevé et s'enfuit dans la forêt pour se mettre à couvert. Bin, impressionné, ne s'attendait pas à une telle rapidité de la part de son élève. Il était convaincu que ce combat allait être intéressant. Il ordonna à ses hommes de tirer dans la forêt pour forcer Hao à sortir de sa cachette. Acculé, sans endroit où se dissimuler, Hao fut contraint d'affronter Bin de front. Il attaqua de toutes ses forces, mais malheureusement, la combinaison de Bin était conçue pour annuler les dégâts. Les coups de Hao n'avaient presque aucun effet. Pire encore, Bin possédait des canons laser intégrés, capables de tuer Hao instantanément d'un seul tir. Hao réussit à bloquer une attaque, mais il atteignait ses limites. Il fit alors appel au système, demandant s'il existait un moyen de survivre, car dans son état actuel, il ne pouvait pas gagner. Le système lui répondit qu'il avait suffisamment de points d'expérience pour améliorer son niveau de lien et débloquer une nouvelle capacité. Il lui demanda s'il souhaitait procéder à l'amélioration. Hao accepta sans hésiter. Il n'avait pas le choix. Au moment même où Hao allait être réduit en poussière, le système activa la capacité défensive de l'empereur cramoisi, créant plusieurs boucliers autour de lui pour protéger son corps. Bin était certain qu'une telle attaque aurait dû l'anéantir. Il ordonna donc à ses hommes de récupérer l'équipement sur son cadavre. Mais à sa grande surprise, Hao était toujours en vie et en parfait état. Furieux, Bin ordonna de continuer à tirer jusqu'à ce qu'il meure. Cependant, grâce à ses nouvelles statistiques de défense, Hao traversa les tirs de laser sans difficulté et élimina tous les hommes de Bin en un instant. Il tourna ensuite son attention vers Bin. Ce dernier tenta de se défendre avec son armure, mais Hao profita de l'occasion pour se déplacer derrière lui et activer sa nouvelle capacité spéciale, explosion défensive. Cette compétence ne causait aucun dégât direct. Elle attaquait plutôt les défenses de l'ennemi de l'intérieur. Quelques instants plus tard, l'armure de Bin commença à fondre sur son corps. Désormais sans protection, il fut mis hors d'état de nuire par un seul coup de poing de Hao. Terrifié, Bin supplia Hao de lui laisser la vie sauve et proposa même de lui donner la clé d'un coffre au trésor. Intrigué, Hao accepta de l'épargner pour le moment et alla vérifier ce fameux trésor. Lorsqu'il inséra la clé et ouvrit le coffre, il resta stupéfait. Il contenait toutes sortes d'objets rares. En plus de lui accorder 35 000 points d'expérience, il trouva une larme de méduse, plusieurs cristaux anciens, une clé de donjon et une arme Hellscream. Tous ces objets étaient puissants, mais Hao n'en avait pas l'utilité immédiate. Il décida donc d'en convertir la plupart en points d'expérience via le système. Après l'opération, il atteignit un total de 130 000 points d'expérience. Avec ce nouveau total, le système lui annonça qu'il pouvait débloquer un nouveau compte King of Glory, offrant un tout nouvel ensemble de compétences et de statistiques. Ce compte s'appelait Crazy Moss. Il lui conférait les capacités d'un scientifique fou ayant autrefois détruit son propre monde avec ses inventions. Hao n'aimait pas du tout cette idée. Détruire un monde semblait extrême, mais le système le rassura. Aucune capacité n'était mauvaise en soi, tout dépendait de la manière dont on l'utilisait. Il lui conseilla simplement d'essayer. Hao accepta et activa la capacité, mais rien ne se produisit. Il pensa alors que c'était un échec. Cependant, un instant plus tard, un petit robot apparut à ses pieds. Il s'appelait Weiss. Le robot expliqua qu'il était une intelligence artificielle créée par Crazy Moss et que ses capacités permettaient de concevoir, démonter et assembler absolument tout, même des armes extrêmement puissantes. Hao demanda une démonstration, mais Weiss lui expliqua que son niveau était encore trop bas pour créer des armes puissantes. Cependant, il pouvait tout de même lui montrer à quel point cette capacité était polyvalente. Hao lui donna 2 objets, et après les avoir combinés, Weiss créa un piège de glu collante. Maintenant qu'il comprenait le fonctionnement de cette compétence, Hao vida toutes les armes qu'il avait récupérées sur le sol et demanda à Weiss de fabriquer quelque chose avec pendant son absence. Pendant ce temps, Hao partit secourir Mokr. Mais en arrivant sur place, il découvrit 2 de ses gardes du corps transformés en pierre. Au 2e étage, un mercenaire de niveau 38 discutait avec elle.
Hao comprit immédiatement qu'il n'avait aucune chance face à un adversaire de ce niveau. Il décida donc d'attendre un peu pour élaborer un plan. Le mercenaire ordonna à Mokr de lui révéler son secret avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, ses fidèles gardes resteraient figés en statue pour toujours, à moins qu'elle ne lui remette la larme de Méduse. En entendant cela, Hao se souvint qu'il avait justement cet objet dans le coffre qu'il avait trouvé plus tôt. Il la sortit de son inventaire et courut vers les gardes pétrifiés pour les libérer afin qu'ils puissent combattre à sa place. Mais même après avoir versé les larmes sur eux, rien ne se produisit. Hao resta perplexe. Pendant ce temps, le mercenaire, nommé Shio, tenta de négocier avec Mokr. Il lui promit qu'elle deviendrait la prochaine dirigeante du groupe Mo si elle acceptait ses conditions. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était lui fournir une carte des zones sécurisées. Mais Mokr refusa catégoriquement. Elle déclara que devenir la chef du groupe Mo n'était pas une offre suffisante, puisqu'elle pouvait y parvenir seule. Pendant ce temps, Hao continuait désespérément d'essayer de libérer les gardes. Même après avoir vidé toute la bouteille de larmes de Méduse sur eux, absolument rien ne changea. Et comme si cela ne suffisait pas, Mokr rejeta complètement les exigences de Shio. Il commençait à perdre patience. De son côté, Hao ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle aurait au moins pu faire semblant d'accepter, juste pour lui laisser un peu plus de temps. Elle lui dit que, quoi qu'il dise, Shio ne parviendra jamais à la convaincre. À cause de cela, Shio s'apprête à la tuer sur le champ. Hao est alors forcé de sortir de sa cachette pour la sauver. Mosha reconnaît immédiatement Hao comme le candidat prometteur qu'elle avait repéré plus tôt. Elle garde néanmoins une attitude assez arrogante pour quelqu'un qui venait d'être à 2 doigts de mourir, surtout qu'elle ignorait totalement sa présence. Hao lui ordonne de rester en arrière. Il ne peut pas se permettre qu'elle meure en plein combat. Les 2 gardes étant encore pétrifiés, il doit affronter Shio seul. Cependant, affronter un adversaire aussi puissant ne sera pas simple. Hao dit donc à Mosha qu'elle devra le payer pour l'avoir sauvé. Elle accepte sans hésiter et ajoute que s'il la fait sortir d'ici sans la moindre égratignure, elle lui donnera 10 millions supplémentaires. Hao accepte le contrat avec satisfaction et se prépare au combat. Il lance une attaque de tempête de feu sur Shio. Mais celle-ci n'a absolument aucun effet. Shio traverse les flammes comme si de rien n'était. Il frappe ensuite Hao d'un coup de pied pour se rapprocher de Mosha. Mais au moment où il s'apprête à l'attaquer, Hao revient et le force à reculer. Les 2 s'affrontent brièvement à l'épée, mais la puissance de Shio dépasse largement celle de Hao. Après un seul coup reçu, Hao perd plus de 20% de ses PV. Voyant la gravité de la situation, Mosha lui propose de fuir tant qu'il en est encore temps, car ce combat ne le concerne pas. Mais Hao refuse d'abandonner. Il a encore quelques cartes en main. Il lance alors le piège collant fabriqué par Weiss sur Shio. Au début, Shio pense qu'il s'agit d'une attaque inutile. Mais il comprend rapidement que sa vie est en train de diminuer lentement à cause du piège. Il réalise alors qu'il a peut-être sous-estimé Hao. Décidé à en finir rapidement, il arrache le piège de force et lance une attaque dévastatrice. Hao parvient à bloquer, mais même avec son bouclier, ses PV chutent fortement. Il ne peut plus encaisser beaucoup de coups. Cependant, il a déjà un plan en tête. Il doit simplement tenir encore un peu. Elle dit à Shio que, peu importe ce qu'il dira, il ne parviendra jamais à la convaincre. À cause de cela, Shio décide de la tuer sur le champ. Hao est alors forcé de sortir de sa cachette pour la sauver. Mosha reconnaît immédiatement Hao comme le candidat prometteur qu'elle avait remarqué plus tôt. Étonnamment, elle affiche un air presque arrogant pour quelqu'un qui était à 2 doigts de mourir, surtout qu'elle ne savait même pas qu'il était là. Hao lui dit de rester en arrière. Il ne peut pas se permettre qu'elle meure en plein combat. Les 2 gardes étant toujours pétrifiés, il devra affronter Shio seul. Mais combattre quelqu'un d'aussi puissant ne sera pas facile. Alors Hao précise à Mosha qu'elle devra le payer pour lui avoir sauvé la vie. Elle accepte sans hésiter, ajoutant même que s'il la fait sortir d'ici sans la moindre égratignure, elle lui donnera 10 millions supplémentaires. Hao accepte avec satisfaction et se prépare à combattre. Il lance une attaque de tempête de feu contre Shio. Mais celle-ci n'a absolument aucun effet. Shio traverse les flammes comme si de rien n'était. Puis, d'un coup de pied, il projette Hao sur le côté pour atteindre Mosha. Mais au moment où il s'apprête à l'attaquer, Hao revient brusquement et le force à reculer. Les 2 échangent des coups pendant quelques secondes.
Cependant, la puissance de Shio surpasse largement celle de Hao. Après un seul coup reçu, Hao perd plus de 20% de ses points de vie. Voyant la gravité de la situation, Mocha lui dit qu'il peut encore fuir tant qu'il est temps, car cela ne le concerne pas. Mais Hao refuse d'abandonner. Il a encore quelques atouts en réserve. Il lance alors le piège collant fabriqué par Weiss sur Shio. Au début, ce dernier pense qu'il s'agit d'une simple astuce inutile. Mais rapidement, il réalise que le piège draine lentement sa santé. Il commence alors à comprendre qu'il a peut-être sous-estimé Hao. Décidé à en finir rapidement, Shio se libère de force et lance une attaque puissante. Hao parvient à la bloquer. Mais même avec son bouclier, ses points de vie chutent fortement. Il ne pourra pas encaisser beaucoup plus. Cependant, Hao a déjà un plan en tête. Il lui suffit juste de tenir encore un peu. Un peu plus tard, Hao et sa famille se retrouvent dans l'une des chambres d'hôpital les plus luxueuses de la ville. Yunfei regarde autour d'elle avec émerveillement, tandis que le père de Hao l'observe avec inquiétude, se demandant combien son fils a dû dépenser pour un endroit pareil. Hao le rassure immédiatement. Il n'a pas à se soucier de l'argent. Quelques instants plus tard, un nouveau médecin entre pour examiner son père. Il s'excuse sincèrement pour le comportement du précédent docteur et explique que, puisque cet hôpital appartient au groupe Mo, un VIP comme Hao n'a rien à payer. Ils lui rendent ensuite la carte noire que Moshe lui avait donnée pour régler les frais médicaux. Hao commence vraiment à apprécier les avantages d'avoir le soutien du groupe Mo. Le médecin ordonne alors à ses assistants d'aller chercher l'antidote de plus haute qualité pour le père de Hao. Pendant ce temps, Yunfei ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Moshe lui aurait donné une telle carte. Elle commence à soupçonner que Hao se serait un peu trop rapproché d'elle pendant le tournoi. Mais Hao nie immédiatement. Rien de ce genre ne s'est produit. Soudain, des infirmières reviennent en courant avec une mauvaise nouvelle. Elles viennent d'aller au coffre pour récupérer les médicaments les plus précieux. Mais tout a été volé. Il ne reste qu'un message écrit sur le mur. Beast God. Le médecin suppose qu'il s'agit d'un groupe rival. Sans ce médicament de haut niveau, il est impossible de soigner le père de Hao. Hao demande alors s'il existe une autre solution. Le médecin lui répond qu'il pourrait peut-être trouver ce qu'il cherche au marché noir. Hao décide immédiatement d'y aller avec Yunfei. En chemin, il lui raconte tout ce qui s'est passé pendant le tournoi. Elle est soulagée d'apprendre qu'il a gagné la faveur de Mosher en lui sauvant la vie, et non en devenant quelque chose comme son « sugar baby ». Ils approchent finalement du point de rendez-vous donné par le vendeur du marché noir. Une fois satisfait, Hao arrête enfin de frapper Fan. Mais alors qu'il pense que tout est terminé, une pression écrasante s'abat soudain sur tout le monde. C reconnaît immédiatement l'effet d'un sort de contrôle mental qui les empêche de bouger. Elle ne s'attendait pas à ce que Fan ait des alliés aussi puissants. Quelques instants plus tard, la femme responsable de ce sort apparaît pour récupérer Fan et battre en retraite. Personne ne peut bouger pour l'en empêcher. Cependant, à cet instant précis, le système de Fan se réactive et lui indique qu'il peut dépenser 10 000 points pour se libérer du contrôle mental. Fan ordonne alors à la femme de le lâcher et envoie Ruin vers Hao pour tenter de récupérer l'antidote. Hao ne peut pas laisser faire cela. Avec l'aide de son propre système, il annule l'effet du contrôle mental et se prépare à combattre. La femme tente de l'immobiliser à nouveau, mais cette fois, le sort n'a aucun effet sur Hao. Il bondit dans les airs, prêt à l'abattre. Mais elle sait reconnaître une bataille perdue. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, elle active une cape de téléportation et disparaît, abandonnant Fan à son sort. Comprenant qu'il est désormais seul, Fan tombe à genoux et supplie Hao de lui laisser la vie sauve. Mais Hao n'a plus aucune pitié à lui accorder, surtout après ce qu'il a tenté de faire avec l'antidote. Dans un ultime effort, Fan s'injecte une drogue dangereuse pour se renforcer. Son corps commence à muter, mais Hao ne lui laisse aucune chance. Il le transperce directement en pleine poitrine, avant même que la transformation ne soit complète. Un peu plus tard, Hao renvoie Yunfei chez elle pour qu'elle ne soit plus en danger. Désormais seule avec Siyu, celle-ci lui annonce qu'elle se rend à une vente aux enchères du groupe Mo et suppose qu'il souhaite s'y joindre. Hao est surpris. Il lui demande comment elle savait qu'il comptait y aller, puisque seuls les membres haut placés du groupe Mo y sont autorisés. Et même s'il bénéficie de la faveur de Moqueur, il ne lui en avait jamais parlé. En y réfléchissant, il trouve aussi étrange que Siyu soit arrivée pile au moment où il était en difficulté. Il en conclut qu'elle a été envoyée par Moqueur pour le surveiller.
Siyu confirme ses soupçons. Elle a bien été chargée de veiller sur lui, et elle n'est pas la seule, car Hang Xing a également été envoyé pour l'aider. Cependant, Han Cheng est parti si rapidement après la bataille que Hao n'a même pas eu l'occasion de le remercier correctement. Malgré cela, il ne se sent pas vraiment contrarié d'avoir été surveillé, car il sait que sans Siyu, lui et Yun Fei auraient été en grand danger. Siyu lui dit qu'il n'y a pas besoin de la remercier, puisqu'elle ne fait que son travail. Elle ajoute ensuite que la vente aux enchères va bientôt commencer et qu'ils doivent se dépêcher. Peu de temps après, ils arrivent sur place et Hao est immédiatement impressionné, car il n'a jamais vu un endroit pareil. Siyu lui explique que cette vente se déroule dans un sous-espace spécial, où les 9 grandes familles rivalisent pour acquérir des trésors précieux. Dès le début, l'animateur annonce que le participant numéro 11 vient d'acheter un cristal magique de niveau 70 pour 3 millions. Hao est surpris qu'une somme aussi énorme soit dépensée si tôt, mais en regardant de plus près, il remarque que l'acheteur ressemble étrangement à Han Cheng. Après confirmation de Weiss, il réalise que c'est bien lui. Cela ne fait aucun sens pour Hao. Avec son apparence jeune, Han Cheng ne devrait pas posséder une telle richesse, mais il suppose qu'il doit être soutenu par quelqu'un de très puissant. La vente continue, et l'objet suivant est une potion de survie, qui semble extrêmement utile. Pourtant, Weiss lui conseille de ne pas s'y intéresser, car une fois ses compétences en alchimie améliorées, il pourra en fabriquer autant qu'il le souhaite. Hao accepte cet avis, mais juste après, l'animateur annonce que le participant numéro 11 a acheté la potion pour 4 500 000. Il semble acheter tout ce qui lui passe sous la main, preuve qu'il possède des ressources immenses. De son côté, Hao ne peut pas vraiment se permettre de telles dépenses, puisqu'il ne dispose que de l'argent gagné lors du tournoi. À ce moment-là, Siyu lui suggère que s'il accepte de rejoindre officiellement le Mo Group, comme l'a proposé Mosher, il aurait accès à une fortune colossale et pourrait acheter tout ce qu'il veut. Mais malgré la tentation, Hao préfère ne pas prendre une décision aussi importante à la hâte. L'objet suivant mis aux enchères attire immédiatement toute l'attention. Un plan de fabrication signé par l'ingénieur légendaire appelé Artsteel, avec un prix de départ fixé à 2 millions. À peine cette annonce faite, un murmure de surprise parcourt toute la salle. C'est la première fois que les participants voient un plan aussi rare proposé à un prix aussi bas. Très vite, les discussions commencent. La plupart des acheteurs en concluent que ce rabais cache forcément un problème. En réalité, le plan exige énormément de temps et d'efforts pour être exploité, sans compter qu'il faudrait un maître en alchimie pour espérer le concrétiser. Autrement dit, même si l'objet est impressionnant sur le papier, peu de gens pensent qu'il vaut réellement la peine. Siyu est persuadée que cet objet ne sera jamais vendu. Elle explique à Hao que, malgré son potentiel, ce plan ne permet de créer qu'un mécha d'amélioration de bas niveau, donc le bénéfice reste limité. De plus, faire appel à un ingénieur de haut niveau consommerait énormément de points d'intelligence, ce qui rend l'investissement encore plus risqué pour un résultat médiocre. Mais pour Hao, ce problème n'existe pas vraiment. Grâce à son compte spécial lié à Crazy Moss, ses statistiques d'intelligence sont déjà au maximum. Sans hésiter, il lève la main et annonce qu'il souhaite acheter le plan. La réaction est immédiate. Les autres participants éclatent de rire, persuadés qu'il vient de gaspiller son argent pour un simple bout de papier inutile. Même Siyu est complètement perdue, incapable de comprendre pourquoi il ferait un tel choix après tout ce qu'elle vient d'expliquer. Hao, lui, se contente de répondre avec désinvolture qu'il voulait simplement le garder comme souvenir, même si c'est inutile. En réalité, il cache volontairement ses véritables capacités. Et dès que le plan arrive entre ses mains, Weiss et le système entrent en action. Le plan est automatiquement amélioré, devenant un schéma de mécha 20 niveaux plus puissant que l'original. Autant dire que cet achat inutile pourrait devenir un atout majeur, une fois qu'il saura le fabriquer. Le temps passe et la vente atteint enfin son moment le plus attendu. L'objet principal fait son apparition. Un élixir de résurrection, réputé capable de ramener n'importe qui à la vie. L'enchère commence directement à 100 millions. Mais malgré ce pouvoir quasi miraculeux, l'objet possède un défaut terrifiant. Toute personne ramenée à la vie grâce à cet élixir se transforme en une créature incontrôlable, un elfe assoiffé de sang et déchaîné. Personne ne peut garantir que l'individu ressuscité restera fidèle à ce qu'il était auparavant.
Mais pour ceux qui ont perdu quelqu'un, ce genre de détail n'a souvent plus aucune importance. Après avoir observé l'objet principal, Hao demande à Weiss si ses compétences en alchimie pourraient un jour reproduire un élixir de résurrection. Mais la réponse est claire, non. La résurrection dépasse complètement le domaine de la pharmacologie. Pendant ce temps, les enchères s'intensifient. Un VIP propose 200 millions et pendant un instant, tout le monde pense que c'est terminé, jusqu'à ce que Han Cheng intervienne calmement et annonce 300 millions. Cette fois, personne ne peut suivre. Han Cheng remporte l'élixir sans opposition. Hao ne peut s'empêcher de se poser une question. Qui compte-t-il ramener à la vie avec un objet aussi dangereux? Après la vente, alors que Hao rentre chez lui, Han Cheng le rattrape pour discuter. Hao le félicite pour ses achats impressionnants, mais il ne comprend pas vraiment si cet élixir en vaut la peine, surtout avec des effets secondaires aussi terrifiants. Han Cheng avoue lui-même qu'il n'en est pas certain, mais pour lui, le simple fait de pouvoir vaincre la mort, ou du moins de ne plus la craindre, justifie le prix. Et puisqu'il a déjà dépensé une somme colossale, autant aller jusqu'au bout. Puis, changeant de sujet, il explique qu'il a pensé à Hao pendant la vente. Sachant qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il lui a acheté un objet en cadeau, une cape de vol. Hao refuse immédiatement. L'objet vaut 6 millions, une somme bien trop élevée pour qu'il puisse l'accepter. Mais Han Cheng balaie ses protestations avec désinvolture, disant simplement qu'il trouve la petite sœur de Hao adorable, puis il s'éloigne avant même que Hao puisse refuser à nouveau. Plus tard, seul, Hao décide de tester le plan de mecha qu'il a obtenu pendant la vente. Selon Weiss, la machine ne sera pas capable de détruire le monde ou quoi que ce soit d'exagéré, mais elle aura au moins la puissance d'un combattant de niveau 20, ce qui reste très utile. Hao invoque alors l'atelier de Crazy Moss. Une fois les plans intégrés, le système lui demande de choisir le genre et l'apparence du mecha. Sans hésiter, Hao choisit de créer une femme, et lorsqu'il commence à concevoir son apparence, il prend une décision plus personnelle. Même si de nombreuses années se sont écoulées depuis sa mort, sa mère lui manque encore profondément. Alors, au lieu de créer une simple machine, il décide de lui donner le visage de celle qu'il n'a jamais oubliée. Ce mecha ne sera pas juste une arme, ce sera un souvenir vivant. Une fois le corps terminé, Hao donne l'ordre au système de lancer la construction de l'androïde. Tout semble se dérouler normalement, jusqu'à ce qu'un message d'alerte apparaisse brusquement. Une erreur critique. Dans la seconde suivante, une explosion de fumée envahit l'atelier. Quand la fumée se dissipe enfin, Hao découvre une scène totalement inattendue. Une jeune fille en tenue de domestique flotte devant lui. Surpris, il comprend qu'il s'agit probablement du mecha qu'il vient de créer. Mais quelque chose ne va pas. Elle ne ressemble absolument pas à sa mère, comme il l'avait prévu. Et plus étrange encore, son comportement semble anormal. Avant même qu'il puisse réagir, la jeune fille se jette dans ses bras et l'appelle « maître ». Déstabilisé, Hao décide de ne pas trop réfléchir et accepte la situation telle qu'elle. Il lui donne alors un nom, Nana, puisqu'elle sera désormais à son service. Mais ce qu'il ignore complètement, c'est la vérité. Nana n'est pas une simple création. C'est en réalité une entité venue de la nébuleuse M79 qui a piraté le processus de fabrication pour se réincarner. Et dès qu'elle en aura l'occasion, elle prévoit de prendre le contrôle de ce monde. Plus tard dans la journée, Hao ramène Nana chez lui pour la présenter à sa famille. À sa grande surprise, Yunfei et son père l'acceptent assez facilement. Hao annonce alors qu'à partir de maintenant, Nana s'occupera de toutes les tâches ménagères. Sans attendre, il lui ordonne de commencer par faire la vaisselle. Même si, intérieurement, Nana refuse complètement cette situation, son corps est programmé pour obéir parfaitement à son créateur. Peu importe sa volonté, elle ne peut pas désobéir. Très vite, la situation empire pour elle. Yunfei lui confie toute sa lessive sale, tandis que le père de Hao lui demande de préparer le dîner en plus de nettoyer la maison. En quelques minutes, Nana se retrouve submergée par une montagne de travail. Et ce n'est que le début. Le lendemain, à l'école, Hao est appelé sur scène par le directeur. Devant tous les élèves, il est officiellement félicité pour ses actions, car grâce à lui, Moshe a pu survivre à l'attaque récente. Un moment de reconnaissance, mais aussi le début de nouvelles responsabilités. Les autres étudiants n'arrivent pas à croire que Hao soit le grand héros qui a sauvé la situation lors de l'attaque du groupe du Tigre.
Ils commencent alors à insinuer qu'il ne fait que jouer la comédie pour couvrir le véritable héros. Mais à peine ont-ils dit cela que Lua se met en colère et attrape l'un d'eux par le col. Comment ose-t-il salir le nom de Hao alors que personne d'autre n'a eu le courage de se battre pendant qu'il se donnait à fond? Le proviseur est lui aussi furieux, incapable de tolérer un tel manque de respect. Cependant, Hao lui demande de laisser passer pour l'instant. Il explique qu'il est normal que ses camarades doutent de lui, puisque jusqu'à il y a quelques jours, tout ce qu'ils avaient vu de lui, c'était ses échecs. Sur ces mots, le proviseur lui remet une importante récompense en argent pour ses efforts. En plus de cela, il lui offre un objet très spécial, symbole de toute l'école, afin d'exprimer la gratitude de l'établissement envers lui. C'est un geste particulièrement marquant. Mais soudain, une alarme retentit. Plusieurs portails viennent d'apparaître à l'intérieur même de l'école. Cela ne devrait pas être possible, car l'école est censée être située dans une zone sûre. Pourtant, les monstres qui surgissent sont bien réels et extrêmement dangereux. Plusieurs élèves sont éliminés en un instant. Les enseignants crient aux élèves d'évacuer immédiatement, tant qu'ils le peuvent. Beaucoup se précipitent vers la sortie, mais avant d'y parvenir, un gigantesque monstre taureau bloque leur chemin. Même un instructeur, pourtant l'un des combattants les plus puissants présents, tente de le vaincre, mais se fait écraser sans effort. Le monstre éclate de rire et déclare que personne ne quittera cet endroit tant qu'il sera là. Selon lui, de faibles humains comme eux n'ont aucune chance de le battre, et il pourra les éliminer un par un sans difficulté. Mais soudain, une épée lui transperce le ventre. Et l'instant d'après, son corps explose sous l'attaque de Hao. Tous les élèves restent figés de stupeur, incapables de croire que Hao soit réellement aussi puissant. Mais Hao leur ordonne de se dépêcher de fuir avant qu'un autre monstre ne bloque la sortie. Pendant ce temps, lui compte affronter le reste des créatures. Et Luo ainsi que Ruan vont se joindre à lui pour l'aider.